Bonjour, je suis Claire Snegarov et voici un nouvel épisode de notre série sur le changement climatique et le développement durable. En 1992, au sommet de la Terre à Rio, la communauté internationale a adopté la Convention 4 de l'ONU sur le changement climatique. Elle est entrée en vigueur 2 ans plus tard. Son but affiché était, je cite, « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui ne met pas en danger le climat mondial ». En d'autres mots, éviter la surchauffe. Mais cet accord historique ne précisait pas comment y arriver ou encore dans quel délai. 2 décennies plus tard, avant le sommet de Rio+20, la très respectée revue Nature publie un rapport sur les accomplissements de la Convention, la CNUC. Et la note qu'elle lui a donnée, c'est F, pour Failure, échec en anglais. Nous allons donc revenir dans cette vidéo sur le processus de négociation internationale sur le changement climatique, dont le prochain grand rendez-vous est la COP21 à Paris. Les efforts de l'humanité pour tenter d'échapper au dérèglement climatique commencent par la science. Au XIXe siècle, un physicien et chimiste suédois qui essayait de comprendre l'origine des âges glaciaires a mis en évidence le lien entre concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et fluctuation des températures. Svante Arrhenius avait calculé que si on réduisait de moitié la quantité de CO2, on plongerait la planète dans un froid intense. Mais si on la doublait, on ferait grimper les températures d'environ 5 degrés Celsius. Il n'était pas loin d'avoir raison, sauf sur un point majeur. Il pensait que ça prendrait au moins 1 millier d'années. Or, au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, ça risque de ne prendre qu'un siècle. Ce n'est que durant la seconde moitié du XXe siècle que les scientifiques ont commencé à réaliser des mesures pour confirmer les hypothèses d'Arrhenius. Et il a fallu attendre les années 80 pour que les hommes politiques, les dirigeants, se saisissent de la question. Une date importante, le témoignage en 88 devant la Chambre des représentants à Washington d'un scientifique du nom de James Hansen. Les titres le lendemain dans la presse étaient « Le changement climatique a démarré ». Le groupe d'experts sur le climat du GIEC, un réseau de plusieurs milliers de scientifiques, a été créé cette même année par les Nations Unies pour donner un maximum d'informations et un cadre de réflexion aux dirigeants du monde entier sur l'évolution du réchauffement. Leur très épais rapport, publié tous les 4 à 5 ans, reste la référence scientifique. Le premier, diffusé en 1990, était empreint d'incertitude. Néanmoins, il était arrivé à la conclusion que la planète se réchauffait et que les activités anthropiques avaient substantiellement contribué à un accroissement de l'effet de serre. La communauté internationale a alors décidé d'agir et s'est dotée de la Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique, dont nous avons parlé plus tôt, en 1992. C'est dans ce cadre-là qu'ont lieu les grandes négociations internationales sur le climat. Et dès le départ, les fondamentaux qui permettent de comprendre ce qui s'y passe aujourd'hui sont posés. D'abord, dès le début, 2 approches se sont opposées. La première, qu'on appelle en anglais top-down, qui suppose un effort centralisé imposé d'en haut au pays, et l'autre, une approche bottom-up, du bas vers le haut, qui consiste à dire que les nations font ce qu'elles peuvent et on fait les comptes ensuite. La tension entre ces 2 approches allait compliquer les négociations pendant 20 ans. En 1992, il était néanmoins largement acquis, sauf par les États-Unis de George Bush, qu'un accord sur la lutte contre le réchauffement prendrait la forme d'un texte légalement contraignant, avec des amendes en cas de manquement. Et il y avait un exemple récent pour comprendre comment ça pouvait marcher. En effet, seulement quelques années auparavant, 196 pays s'étaient mis d'accord pour protéger la couche d'ozone. Ils ont alors signé le protocole de Montréal, entré en vigueur en 1989. L'idée était de bannir certains produits chimiques jugés toxiques. Aujourd'hui, la couche d'ozone va beaucoup mieux et ce traité est salué comme un modèle de coopération internationale. Mais à ce moment-là, le président américain George Bush avait fait savoir qu'il ne signerait un accord sur le climat que sur une base volontaire, pas de traité contraignant. Deuxième point très important de la Convention, le principe fondamental de la responsabilité commune mais différenciée dans le changement climatique. Cette phrase clé, qu'on entend aujourd'hui encore et peut-être plus que jamais dans la bouche des négociateurs climat, signifie que les pays industrialisés, Europe, États-Unis, Japon, Canada, etc., reconnaissent leur responsabilité historique dans le dérèglement climatique et que donc, ils doivent en faire plus pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En d'autres mots, les nations riches et les nations en développement se trouvent dans 2 catégories différentes. Dans cette même idée, en signant la Convention, les pays du Nord ont aussi promis d'aider les plus pauvres à s'adapter au changement climatique. C'est dans ce contexte, et alors que le GIEC sortait son 2e rapport soulignant l'urgence d'agir, que le protocole de Kyoto est né. Négocié en 1995, adopté en 1997, il est rentré en vigueur en 2005. Alors que prévoyait ce traité ?
Il prévoyait qu'une trentaine de pays riches réduiraient leurs émissions de gaz à effet de serre, 6 précisément. Chaque pays avait un objectif quantifié de réduction à accomplir. Collectivement, l'effort devait porter sur une baisse de 5% par rapport à 1990 d'ici 2012. Les États-Unis, dirigés alors par Bill Clinton, ont poussé fort pour que le protocole soit adopté. En 1997, le vice-président Al Gore déclarait aux délégués à Kyoto « Je m'engage devant vous sur le fait que les États-Unis sont préparés à agir et vont agir ». Le traité a été adopté et le champagne a coulé à flot. Mais un accroc de taille est survenu. Les États-Unis, premiers pollueurs au monde, n'ont pas ratifié Kyoto. Par un vote de 95 contre 0, le Sénat américain a fait savoir clairement que les États-Unis ne signeraient jamais un tel traité si les économies émergentes ne souscrivaient pas à leur tour à des obligations. L'administration Clinton n'a même jamais pris la peine de faire voter le traité par le Congrès. Mais tant bien que mal, le protocole de Kyoto a atteint ses objectifs durant sa première période d'engagement couvrant 2008 à 2012. La Russie est finalement montée à bord, mais quand il a été question de négocier une seconde période d'engagement qui court réelle jusqu'en 2020, d'autres sont descendus du train. Et désormais, ce qu'on appelle Kyoto 2 ne couvre plus que 15% des émissions totales de gaz à effet de serre. Et ça ne suffit pas vraiment pour enrayer le changement climatique. Mais même si Kyoto n'est clairement plus un instrument à la hauteur de l'enjeu, son héritage est important. D'abord, sa nature contraignante a forcé la communauté internationale à mettre en place un système pour rapporter et vérifier les réductions d'émissions de gaz à effet de serre promises. Et puis Kyoto a permis de lancer le système d'échange de crédits carbone dont l'Union européenne s'est depuis dotée. Mais on s'éloigne de notre sujet. En 2006 déjà, il était devenu clair pour tout le monde que Kyoto n'allait pas sauver le monde. D'autant que l'économie mondiale avait changé. La Chine était devenue le premier émetteur de CO2 au monde devant les États-Unis. Les négociations climat, rythmées par un grand rendez-vous annuel rassemblant des milliers de négociateurs de plus de 190 pays, ont alors changé de cap, avec une autre ambition, conclure un accord qui embarquerait tous les pollueurs du monde, dont les émergents. À ce moment-là des négociations, qui entraient dans leur deuxième décennie, il était encore question largement d'une approche top-down, du haut vers le bas, et d'un des traités contraignants. C'est dans ce cadre-là qu'a eu lieu le sommet climat de Copenhague en 2009, plus connu désormais comme l'échec de Copenhague. Quelques 115 chefs d'État et de gouvernement sont arrivés à la fin de la conférence censée sauver la planète pour prendre une photo de groupe avec le V de la victoire. À la place, ils ont réussi à sauver les meubles in extremis en négociant un accord de dernière minute de 3 pages, l'accord de Copenhague. On a largement parlé du fiasco de la COP15, mais de ces erreurs, la communauté internationale a tiré quelques enseignements pour une nouvelle approche et peut-être un accord, cette fois en décembre 2015. Mais la route de Copenhague à Paris fait l'objet d'un autre épisode de notre série. À ce sujet, nous avons interrogé l'expert Alden Meyer de l'ONG Union of Concerned Scientists, un très fin connaisseur des négociations. Well, it really came onto the agenda after the first IPCC report in the late 1980s, and the General Assembly decided to launch a negotiation process towards what became the Rio Treaty that was adopted at the 1992 Rio Earth Summit in Brazil. And that was the beginning of this regime that was ratified and entered into force by 1995, which was the first Conference of the Parties meeting in Berlin. And a little remembered fact is that the president of COP1 was current Chancellor Angela Merkel. She was the environment minister of Germany at the time. So her involvement in this process goes back 20 years as well. I think we have enough perspective perhaps now on the Kyoto Protocol to make an assessment of over the long haul. What is your judgment on the Kyoto Protocol? I think Kyoto was effective in showing how you would develop the rules and the architecture, what's come to be called the MRV, monitoring and reporting and verification, which is now a core part of these Paris negotiations, how you would track emissions and how you would develop a set of national inventories and communications so that countries would report on how they were doing nationally, periodically. That was all very good. Of course, Kyoto also established emissions trading regime and the clean development mechanism as well as joint implementation. So the concept of market-based mechanisms was introduced to the world, and these were based on
what had been done in the United States with sulfur dioxide in the 1980s and early 1990s. So that was an innovation that was part of Kyoto. But I think once you had Japan, Russia, and others pull out of the second commitment period, you had somewhere around 15% of the world's emissions obligated under Kyoto, meaning 85% wasn't. And that's when it became very clear that we needed something new to replace the Kyoto framework. Common but differentiated responsibilities. Can you explain to us what this principle is and how it's evolved? Well, the principle, which I think is still relevant, was meant to imply that everyone has to do something on this problem. It's a common problem, it's a common threat, and everybody has the capability to do something. But it's differentiated in the sense that those with the most historical responsibility and those with the most capacity to act have a greater responsibility than others. So the responsibility of the United States, which is the world's largest historical committer and obviously the world's largest economy and with tremendous technical capability, has a greater responsibility to act than Bangladesh or Chad or even New Zealand and other industrialized countries. That was clear. I think where it's become a bit of a flashpoint in the negotiations is you've got one set of countries which tends to say that we need to freeze in place the definition of who has to do what as it was back in 1992, so that developed countries have to take mandatory emissions reduction action, and developing countries only need to take action on a voluntary basis supported by funding and technology from developed countries. That's a very static view of the world. And actually it wasn't even fully fair back in 1992 because you had some very wealthy countries like the Gulf oil countries that had tremendous wealth and capability and yet were treated just the same as Chad or Bangladesh. So from the beginning, dividing the world into two static camps hasn't made a lot of sense. I think if you can use it as a guideline or a principle for an evolving regime that still is differentiated but is not frozen in time and hopefully has some objectively agreed criteria about who is expected to do what, it's still a very relevant principle. But of course that issue of deciding who is expected to do what is very fraught with political and ideological pitfalls. Si on a deux conseils à donner aux journalistes, le premier, la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, c'est vraiment le cadre, la base, le texte de référence des négociations. Donc ça vaut vraiment la peine de prendre un peu de temps pour lire ce texte-là, pour savoir de quoi il est question, et c'est pas si long. Deuxième point, les négociations sur le climat, sous l'égide de l'ONU, sont connues pour leur jargon impénétrable, une forme de technicité, voire de bureaucratie qui peut vraiment rebuter. Là encore, c'est pas une perte de temps d'apprendre ce vocabulaire-là pour comprendre ce qui se passe lors des négociations, même si elles sont très techniques. Et au pire, lors de ces grandes conférences, les couloirs sont bondés d'experts qui couvrent ça depuis des années, souvent au sein d'ONG, qui pourront très clairement vous aider à mettre en perspective et comprendre ce qui est en train de s'y jouer. Alors 4 points à retenir. 1. La Convention des Nations Unies sur le changement climatique est à la fois la pierre fondatrice et le cadre des grandes négociations internationales qui ont lieu depuis 20 ans pour lutter contre le réchauffement. Deuxième point, 2 grandes approches s'opposent dans ces négociations. Top-down, des objectifs contraignants qui s'imposent aux pays, et bottom-up, chaque pays qui prend des engagements sur une base volontaire. 3. Le protocole de Kyoto ne concernait que les pays industrialisés et a été largement rendu caduc par la non-ratification des États-Unis, mais aussi par le fait qu'il ne demandait rien aux grands émergents, dont la Chine, devenue depuis premier pollueur mondial. Et enfin, le protocole de Kyoto et le sommet de Copenhague ont été plutôt présentés comme des échecs, mais ils portent aussi des enseignements très utiles pour un futur accord.